Bonjour, merci beaucoup à vous d'être là, très très nombreux. On vous attendait nombreux, mais peut-être pas à ce point-là. Donc merci aussi évidemment et avant tout à Annie Ernaux et Neige Sino d'avoir accepté le principe de cette rencontre. Annie Ernaux, lorsque je vous avais sollicité cet automne, parce que je préparais un article sur Neige Sino, vous aviez répondu immédiatement et sans hésitation pour me parler donc de Triste Tigre. Et vous me l'avez défini comme le livre le plus puissant et le plus profond que vous ayez lu au cours des mois qui avaient précédé cette demande que je vous faisais. Triste Tigre, je le rappelle, c'est donc un récit-essai, je ne sais pas comment le définir, on va peut-être en parler dans cette rencontre, dans lequel Neige Sino vous racontez et surtout vous examinez et vous pensez les viols que vous avez subis dans votre enfance de la part de votre beau-père. Le livre est sorti en août l'an dernier. Et dans ce livre, vous faites par ailleurs figurer parmi nombre d'écrivains qui ont jalonné votre itinéraire de lectrice et votre réflexion d'autrice. Vous citez Annie Ernaux. Et vous avez notamment cette phrase à propos d'Annie Ernaux. Vous dites que vous avez lu ces livres dans la lumineuse sensation d'entendre une voix qui éclaire quelque chose en soi. Voilà, de fait, c'est un peu partant de là qu'est née l'idée de vous rassembler et de vous inviter à converser. Si vous voulez converser sans moi pendant la rencontre, il n'y a vraiment aucun problème. Au contraire, je pense que voilà, si les choses se passent directement entre vous, tout va très bien. Et évidemment, si j'ai aussi des pistes de choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre et l'une et l'autre. Mais pour commencer, je voudrais bien que, si vous êtes d'accord, l'une et l'autre, vous reveniez un peu sur la lecture que vous avez faite de vos œuvres respectives. Je vais commencer peut-être par vous, Annie, si vous le voulez bien, parler de votre lecture de Triste Tigre. De Triste Tigre. Alors, très vite, je veux dire, j'ai commencé de lire et j'ai senti que ça allait être quelque chose d'important. C'est immédiatement vous dites voilà, il y a des livres sur l'inceste, sur le viol, enfin je résume là évidemment, mais on n'est pas dans la tête des bourreaux. Et vous allez effectivement, mais moi ce qui m'a saisi dans ce livre, c'est que votre exigence, vous voulez absolument faire, je veux dire, la vérité, peut-être un autre mot, mais donc la réalité de ce que vous avez vécu. Vous allez interroger tout, absolument tout. C'est ça qui, vous ne laissez rien, et vous le faites avec, je veux dire, quelque chose d'implacable, absolument implacable, et en même temps, vous doutez aussi. Dites, mais est-ce que c'est bon? À chaque fois, vous n'avancez pas d'une manière absolue, et c'est un grand livre littéraire en même temps. C'est ça. C'est que ça ne se distingue pas, au fond. C'est un grand livre parce que vous allez jusqu'au bout de quelque chose qui va être le fond de l'horreur, et en même temps, vous le faites avec des moyens que moi, effectivement, j'admire comme étant effectivement littéraires. Et la question que vous vous posez à un moment, non, c'est pas la littérature, etc., moi, je la récuse totalement. Voilà. Tout à fait. Merci. C'est tellement émouvant de vous entendre parler et de savoir que vous avez... J'essaie de vous imaginer lisant ça, non, ça que j'ai écrit, en m'imaginant absolument pas que ça serait possible qu'un jour Annie Ernaux lise ce livre-là. Il ne faut pas me diviniser, hein, quand même. Non, mais je suis une lectrice. Ni vous, ni personne d'autre. Enfin, je ne pensais pas que ce livre aurait un public.
Je ne l'imaginais pas comme ça, puisque je n'avais pas d'éditeur, puisque j'arrive de nulle part, entre guillemets. Donc, je pense même que ça m'a donné une certaine liberté. Les citations que j'ai faites, notamment de votre travail, je ne l'ai pas pensé en me disant peut-être elle va le lire et qu'est-ce qu'elle va en penser. Donc, c'est très émouvant pour moi que ces lectures existent et elles rajoutent comme du sens aussi à mon propre travail. Parce que c'est un peu un défi, c'est un peu un pari. Comment est-ce que ça va être lu ? Est-ce que ça va être lu comme de la littérature ? Je ne sais pas si je me pose vraiment sincèrement la question est-ce que c'en est ou est-ce que c'en est pas, parce que moi je sais que pour moi c'en est. Mais je me dis, dans la progression du livre, je me pose la question, je me dis est-ce que ce qui est de la littérature pour moi, ce qui est en train de m'arriver pendant que je l'écris, parce que c'est un peu ça mon idée, c'est que la littérature c'est quelque chose qui arrive. Ça nous arrive quand on lit, ça nous arrive quand on écrit. Il n'y a pas une liste de critères qui fait que c'en est ou que c'en est pas. Et donc c'est très émouvant que cette espèce de pari, cette question qui est lancée, que je reçois votre réponse et la réponse d'autres lecteurs qui me disent moi aussi je considère qu'une aventure intérieure, ou je ne sais pas comment le définir, qui est proposée à une lectrice, c'est ça. Ça peut être en tout cas plein de choses, mais ça peut être aussi ça. Et alors moi je dirais que c'est en plus quelque chose qui ne m'a jamais concernée, vous voyez. Donc c'est vraiment c'est votre livre qui me fait comprendre, qui me fait voir, ce qui s'appelle voir, ce qu'est l'abuser sexuellement une petite fille pendant des années. Et je crois que je ne l'avais pas réalisé. Ce qui s'appelle réaliser, c'est Proust qui dit, excusez-moi de parler de Proust, ça fait un peu, qui dit, voilà, qu'il réalisait pas quand il voulait les arbres dits du Ménil, il veut les fixer, il veut en faire de l'écriture, et en fait, il ne fait pas réaliser. Mais là, voilà, c'est devenu complètement réel. Alors je peux dire ce qui est devenu effectivement, c'est tout ce que vous dites, tout ce que vous décrivez, surtout c'est que vous ne voilez rien. C'est-à-dire que vous employez effectivement les mots, vous dites les choses, et surtout, alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de dire les mots, les choses, d'écrire, il y a effectivement cette réflexion sur ce type, sur cet abuseur, sur ce violeur, et sur vous-même, enfant, et sur les autres personne, votre mère, mais c'est surtout toujours cette relation, parce que évidemment, il y a des mots que je comprends parfaitement. Vous dites que vous êtes, voilà, il a réussi à faire une cellule d'intimité. Et ça, voilà, on peut en parler longtemps, mais c'est de se représenter ce que c'est exactement, et que je n'avais pas fait auparavant dans aucun. Je dois l'avouer, je n'avais pas. Je dois dire que je n'avais jamais réalisé ce que ça représentait. Quelque chose et très bizarrement, ce qui m'a en revanche, ce qui m'a presque tiré des larmes, ce n'est pas ce que vous décrivez, mais c'est quand, en trois lignes, vous dites que votre père, votre vrai père, voilà, quand il apprend que ce qui vous est arrivé, la dernière phrase, c'est « il se laisse mourir ». Et d'un seul coup, je me suis dit, mon père, il se serait laissé mourir, c'est sûr. Et donc, vous atteignez, je veux dire, vraiment le fond, c'est le mal, hein, c'est la monstruosité. Voilà, mais je pourrais... c'est à vous de parler. Oui, mais quand... non, mais c'est... J'ai laissé des blancs. Par exemple, là, il y a un très gros blanc. Et c'était ça mon idée, c'était que j'ai pas besoin, à cet endroit-là,
de raconter exactement de quelle façon mon père s'est laissé mourir, parce que mon ambition, c'est qu'à ce moment du livre, il y a suffisamment d'empathie avec cette histoire et le lecteur s'est suffisamment emparé de cette histoire et de ses portraits et de ses personnages pour se faire une idée de ce qui se passe. Et j'aime bien cette idée de la cellule d'intimité, et j'y pensais un peu tout à l'heure, parce que c'est le dispositif de mon livre depuis le début. On n'est pas avec le violeur, on est seul avec moi dans une intimité. J'utilise cette intensité qui m'a été imposée, qui est quelque chose de très négatif, je la transpose dans mon dispositif d'écriture pour que je sois seule à seule avec une conscience qui écoute ce que j'ai à dire. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand vous parliez d'être avec quelqu'un dans une voiture. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de stops. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont eu lieu dans ce truc-là, d'une voiture qui est une cellule d'intimité, qui crée les conditions. En plus, on ne se regarde pas. Donc, on entend ce que l'autre dit un peu d'une façon différente que quand on est face à face. Et je le raconte dans le livre. Quand j'ai raconté à ma mère ce qui m'était arrivé, on était dans une voiture. Souvent, il y a eu des choses qui m'ont inspirée, je pense, pour pouvoir créer ce dispositif-là. C'est des conversations réelles qui ont eu lieu dans des endroits, soit quand j'étais abusée d'une grande violence enfermée dans une pièce avec lui, soit d'une sécurité absolue d'être avec quelqu'un de confiance dans une voiture. Et je pense que j'ai voulu mettre ces deux choses-là, une sécurité pour que mon lecteur il puisse être tranquille avec moi dans cet espace, mais en même temps, en sachant qu'on était là dans un espace où je pourrais abuser de son attention, où je pourrais agresser, créer des sentiments violents chez elle, chez lui, et qu'il y a cette menace. Il y a les deux choses, je pense, dans ce que j'ai voulu construire. Est-ce que vous voulez parler de votre propre expérience de lectrice d'Annie Ernaux? Quand j'ai écrit ça, que ça avait été comme découvrir quelque chose qui éclaire quelque chose en moi, je pense que c'est aussi parce que quand j'ai lu Annie Ernaux, j'ai lu très tard, et c'est assez mystérieux. Mais bon, la littérature contemporaine, enfin les lectures, c'est souvent assez aléatoire. On tombe sur un livre, on lit, on lit pas. Et je ne sais pas si ces livres-là n'étaient pas dans les bibliothèques où j'allais ou pourquoi je ne suis pas tombée sur votre œuvre avant. Le premier livre que j'ai lu, c'était Les Années. Et j'ai aimé, je me suis dit, ah, c'est malin. Je trouvais le processus, cette idée de l'histoire intime et croisée avec l'histoire sociale. J'ai admiré l'écriture. Mais ce n'est pas le livre qui m'a le plus touchée. Mais ça a ouvert une porte. Ça a ouvert une porte et ensuite j'ai lu, pas tous vos livres, mais quand même une partie très importante. Et j'étais déjà dans une démarche d'écriture. Et j'étais déjà en train de chercher des choses. Et donc j'ai lu vos textes avec, effectivement, de découvrir des choses que j'étais en train de chercher pour moi-même. Là, j'ai relu récemment La Honte. Et c'est très clair que ces phrases résonnent en chacun selon ce qu'on parlait tout à l'heure de l'universalité. Pourquoi quelque chose de très, très, très particulier et situé et intime touche intimement des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est parce qu'on cherche, en fait. On cherche des choses et tout d'un coup, c'est là. Oui, vous parliez tout à l'heure d'Annie Ernaux, du fait qu'on était bouleversé par le livre, par Triste Tigre, par le livre de Neige Tino, même si on n'avait absolument pas traversé le même vécu, les mêmes expériences. C'est vrai que c'est quelque chose que moi aussi l'idée de vous rassembler, que j'ai pu ressentir, par exemple, en lisant Mémoire de fille,
qui est un livre voilà, qui raconte quelque chose que je n'ai pas vécu et dont pourtant j'ai l'impression, comme Triste Tigre, qui d'une certaine manière, que je n'arriverai pas à développer ici, il me parle de moi aussi. Vous comprenez cette... Oui, je comprends. Mais en même temps, je dis que... Parce que c'est la question que je voulais vous poser en vous écoutant là. Vous avez pensé au lecteur. Oui. Alors que moi, je n'y pense jamais. Vous savez ça. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup parce que quelquefois on pense au lecteur, mais ça donne des choses épouvantables. Hein. Voilà, donc parce qu'on croit que le lecteur va penser ci et ça, tandis que là, non. Je veux dire que au contraire, je suis entièrement, je vous suis complètement, je suis partout avec vous mais aussi parce que je dois vous dire que ma première lecture a été vraiment, je veux dire, pas d'une seule traite, mais presque, et que, sachant que j'allais vous voir, je l'ai relu dans la semaine. Et je veux dire que ça a été encore mieux. Non, c'est pas mieux, mais je veux dire que j'ai vraiment compris que c'était justement, c'est ça, un grand livre, que à la relecture, on voit encore mieux comment c'est, je veux dire, c'est d'une une totale justesse, voilà. C'est on découvre aussi des choses et des phrases et j'ai été attentive à tout et en me disant que vous aviez effectivement, vous étiez allé, je crois qu'on ne peut pas aller plus au bout de quelque chose que l'on vit et qui est de cette nature, parce que et vous réfléchissez aussi beaucoup, c'est-à-dire que c'est la chose que l'abus sexuel des enfants, c'est la chose la plus, je veux dire, fréquente, et c'est le secret le plus bien gardé ou mal gardé, j'en sais rien, mais dont on ne parle pas. Et on a envie, enfin, c'est ça aussi, la littérature, c'est après, on a envie de dire pourquoi on dénonce pas, pourquoi ce silence, et on a envie je veux dire, de crier, voilà. Oui, on voit et en même temps on voit pas. C'est vous qui on pensez. sait que ça existe, oui. Mais ce que vous me décrivez là de votre lecture de mon livre, c'est que vous découvrez pas qu'il existe des abus sexuels d'enfants. On le sait tous. On le sait. Mais quand on parle de mémoire de fille, il se passe exactement ça. C'est-à-dire qu'on lit une histoire où on avance pas à pas, où on voit quelque chose, où le mot viol n'est pas posé. On le voit et on ne le voit pas. Il se produit à l'intérieur de la lecture quelque chose qui s'éclaire dans la narration, donc sûrement au moment de l'écriture, et ça se produit aussi au moment de la lecture. Tout d'un coup, des choses qu'on a sous les yeux, et on les voit. C'est assez curieux. Par rapport à la question du lecteur, moi non plus, je ne pense pas au lecteur d'habitude, je ne crois pas. J'ai écrit de la fiction, et une des vertus merveilleuses de la fiction, c'est qu'on disparaît soi quand on écrit. On invente des personnages, on invente des trucs et on s'oublie complètement soi-même et on ne pense pas qui va lire ça, comment on va lire ça. Ce livre-là est très très différent. Le lecteur, il est apparu pour moi dès le début parce que c'est le dispositif, c'est une espèce de conversation. Et donc, j'ai postulé un lecteur, même pas un lecteur idéal, un espèce de lecteur, une conscience qui reçoit ça. Je ne pouvais pas écrire ça de moi à moi, parce que mon entreprise, elle est d'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui est déjà à l'intérieur de ma tête, mais que je ne sais, que j'aimerais pouvoir mettre dans du langage pour le transmettre à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est très particulier, cette relation avec le lecteur. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup écrit et étudié la nouvelle,
et que dans la nouvelle, le statut du lecteur, il est très différent. L'écriture des nouvelles, la lecture de nouvelles, le contrat avec la forme, c'est pas le même. On s'abandonne pas. Il y a un jeu un peu de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il est en train de me raconter toute l'histoire. Enfin, je pense qu'il y a des choses de cette forme-là qui se retrouvent dans la relation au lecteur, là, dans Triste Tigre. Je voudrais parler de la question de la voix, parce que je pense que c'est important. Vous, Neige, je me souviens que vous m'aviez dit il y a quelques mois que Triste Tigre, l'écriture en avait été permise pour vous quand vous aviez trouvé la voix du livre, hein, qui n'est pas votre voix, qui est votre voix et n'est pas votre voix en même temps. Vous aussi, Annie Ernaux, il y a un moment dans ce que vous appelez votre chemin d'écriture où vous avez trouvé cette voix d'écriture. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut parler de cette voix. Allez-y, Annie. Alors, moi, c'est assez clair tout de même. C'est-à-dire que ma voix est très violente elle va diminuer quand même d'intensité à partir de La femme gelée, tout de même. Mais il y a un retournement, tout de même, tout à fait avec la place, parce que à ce moment-là, ce n'est plus... je ne parle plus je parle plus de moi. En fait, je veux parler de quelqu'un qui est mon père et que je cherche de la façon, avec cette idée que mon père étant en fait d'origine paysanne, qu'il parlait encore patois, que voilà, et c'est comment parler d'un homme qui n'a pas la culture officielle. Enfin, il y avait moi, ce qui me frappait, c'était tout de même, c'était sa vie, c'est-à-dire qu'il avait quitté l'école à 12 ans et qu'il avait travaillé dans les fermes, ouvrier, travaillé très dur. Ensuite, petit commerçant, c'était pour lui la tranquillité d'une certaine manière. Elle était arrivée, il avait sa place. Et puis, il meurt. À 67 ans, brusquement, et moi j'éprouve aussi une très grande culpabilité par rapport à lui, parce qu'à l'adolescence j'ai été infecte, on peut dire les choses de cette façon très rapide, et voilà, donc comment faire? Et à ce moment-là, je gomme, je veux dire que je veux une sorte de distance, mais alors moi la distance, je veux au contraire de vous, je veux la distance la plus grande avec le lecteur. Je rejette même le lecteur, parce que je sais que j'écris, je suis chez Gallimard, j'écris, je sais qui me lit jusqu'à présent à peu près, c'est-à-dire 7000 lecteurs, voilà, c'est ça. Et puis, bon, ce sont quand même des gens qui ont une certaine culture. Donc, je suis dans la distance. Je veux être dans la distance, d'où je vais absolument refuser toute marque d'affectivité. Ce sera une écriture factuelle, comme on n'en disait pas encore. Voilà. Et donc qui va éliminer en quelque sorte, mais à l'inverse de ce que pouvait être prévu, c'est que au contraire, je recevrai donc beaucoup de témoignages de ce que vous avez raconté, c'est mon histoire, c'est mon père, c'est voilà. Et alors que c'est un tout petit texte tout de même qui fait un peu plus de 100 pages, et même pas, aussi il fait les 100 pages, 120 on va dire, et que voilà, il n'y a pas, pour ainsi dire, de détails non plus. Et c'est vrai que je me suis astreinte à une forme à la réflexion, à la réflexion tout au long, bien sûr, mais aussi sur l'écriture elle-même, comme vous faites d'ailleurs, et parce que l'écriture, c'est une question.
C'est une question. Je veux dire que, alors, dans la fiction, on ne montre pas comment on s'écrit. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, au fond. Voilà. Oui, trouver une position juste pour parler de votre père, ne pas parler à sa place. Ah ben oui. Mais en même temps qu'on puisse se projeter à l'intérieur de cet homme. Pour moi, c'est ça qui fait la justesse de cet équilibre-là de la voix narrative. Et effectivement, c'est une question, quand on lit, on se la pose. Pas toujours, quand même. Tous les lecteurs ne se la posent pas. Mais je pense que les gens qui viennent dire « c'est mon père », c'est pas seulement les faits qu'ils ont lus. C'est la façon dont l'histoire du père est racontée. Oui, ce ne sont pas les faits. Oui. Et votre propre voix narrative, Neige, pour Triste Tigre, elle a été... c'est une voix que vous avez construite, ou c'est une voix que vous avez cherchée et que vous avez trouvée? C'est assez mystérieux. Je pense que c'est la sédimentation de beaucoup de choses que j'ai faites avant et qui se retrouvent là, dans le début du texte, puisque je l'ai écrit tel quel, où quand je l'ai relu, je me suis bien rendu compte qu'il y avait là plein d'autres choses que j'avais déjà faites ou déjà essayé de faire et qui fusionnaient un peu. Et cette voix, elle avait déjà une texture très particulière. Elle y est dès la première page. Après, elle s'adoucit un peu et tout ça, mais autant je suis très, très réflexive et je lis beaucoup et je fais des analyses et tout, autant là, il y a eu quelque chose d'un peu intuitif. Un peu intuitif, mais en même temps qui est le résultat d'années d'études, on va dire, d'années de lecture qui amènent à ça, à cette forme-là. Moi, ce qui a été bizarre pour moi, c'est d'employer la première personne. Et ça, vraiment, c'était pas du tout mon projet. C'est quelque chose que j'ai rejeté très fortement. Et j'ai mis très, très longtemps, du coup, parce que j'ai quand même 47 ans maintenant. Et une fois, je vous ai entendu parler, Anya, à la radio, où vous disiez qu'au début, vous aviez l'idée de faire des livres de travailler beaucoup la forme et d'entrer en littérature un peu comme le nouveau roman. Et je m'identifie tout à fait à ça. Et moi, j'ai mis beaucoup plus de temps, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que... Ah ben oui, c'est-à-dire, oui. Mais moi, j'ai eu l'impression, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, votre parcours, c'est que moi, j'ai eu l'impression que quand j'écris mon premier livre étudiante, c'était effectivement rechercher une forme qui était celle du nouveau roman. Mais ensuite, j'ai été littéralement empêchée d'écrire parce que j'ai eu des enfants très tôt, j'ai eu un avortement, j'ai eu des enfants, j'ai voulu aller jusqu'au bout du parcours et avoir après le CAPES, l'agrégation, enfin bref. Et je me suis remise, donc j'ai expliqué ce matin le Chili, effectivement le rôle dans ma vie. Et à ce moment-là, je veux dire que je sais que je n'ai pas hésité à employer la première personne. Alors, en revanche, c'est vrai que le premier livre, Les Armoires vides, se présente comme un roman. Il a la forme d'un roman, parce que même avec la première personne, donc je donne un nom à celle qui parle, et puis je fais ce qu'on appelle un flashback, c'est donc pas... c'est pas effectivement voilà, c'est pas de l'autobiographie, mais c'est vrai que j'utilise quand même la première personne comme étant le moyen le plus, je veux dire, oui, la façon de pénétrer le plus possible le ressenti, hein, c'est ça, le ressenti, les choses. Mais vous avez lu Les Années, donc dans Les Années, en réalité, il n'y a pas la première personne. Mais c'est après, bien après beaucoup de livres, vous voyez. Donc, et c'est soumis à une réflexion très très longue qui m'a pris. En fait, la première idée, vraiment la première idée d'un livre comme Les Années, mais évidemment qui a mûri, etc. En réalité, c'est en 1982.
Donc, de 1982 jusqu'à 2002, où je m'y mets vraiment, il y a 20 ans. Voilà. Alors, j'écris évidemment beaucoup de livres, mais il y a effectivement ça. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement, vous, moi, je pensais pas. Je sais que vous avez écrit d'autres livres, mais je pensais pas que c'était la première fois que vous utilisiez la première personne et que enfin, je veux dire, c'est la réalité. Vous ne pouviez pas écrire ce livre autrement, avec une autre personne. Je l'ai écrit autrement. Je l'ai écrit sous forme de fiction. Selon moi, c'est pas exact. Évidemment, c'est pas le même livre, mais avec des personnages. Et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que je devrais pas dire elle, la petite fille, raconter son histoire d'une façon un peu distanciée, qui nous ferait moins souffrir, moi et mon lecteur. Donc, mais c'est pas le même livre, c'est un autre livre. Oui, c'est une autre approche. Mais l'écriture autobiographique, vraiment, c'est une surprise qui m'est arrivée. C'était vraiment pas mon chemin selon moi, mais parfois on s'aveugle soi-même sur... Est-ce qu'il y a une prédestination dans ce qu'on écrit? Moi, je crois que ça se dessine à chaque fois, et ça dépend aussi peut-être des lectures et de tout un tas de facteurs que les universitaires pourront voir après. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans les années, par exemple, c'est comment on est traversé par des discours, par toutes sortes de discours. Alors vous, c'est beaucoup le discours de la sociologie. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de sociologie, mais j'ai lu beaucoup de philo et de romans et de critiques littéraires, parce que j'ai fait des études de lettres, et je pense que ça se sent dans mon approche, que j'ai une approche qui est traversée par un discours que j'ai appris et que j'ai fait mien. Et je pense que dans les années, c'est un peu ça qui se passe. C'est ce discours-là qui vous traverse, qui vous vient de l'extérieur, mais qui est à la fois complètement vôtre. Alors, je dirais qu'il est d'abord mien, parce que je ne peux pas me penser en dehors de l'histoire, vraiment en dehors de l'histoire, et également en dehors donc des classes sociales. Voilà, je ne peux pas me penser moi en tant qu'individu en dehors de ça. Donc voilà, il y a quelque chose effectivement qui ne me vient pas du dehors, hein, qui me vient vraiment de cette façon. Ma façon d'être au monde, elle est comme ça. Donc, mais oui, en fait, quand vous dites que vous avez intégré des lectures, ça, oui, bien sûr, je le vois, mais je le vois sans le voir. Je veux dire que heureusement, s'il y a une fois où vous dites, et je pense que vous avez raison, vous dites qu'au fond, que l'abus sexuel ou l'inceste n'a pas été une matière philosophique. Effectivement, c'est un impensé de la philosophie. Alors, mais j'allais dire que la philosophie, elle n'entre pas. Si, elle entre, c'est le mal. Elle s'interroge sur le mal. C'est Hannah Arendt, etc. Ça nous interpelle aussi, etc. Mais il n'y a pas ça. Je veux dire, il n'y a pas ce que vous décrivez. Effectivement, c'est pas dans les livres de philosophie. Ça ne donne pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il commence à y avoir des livres, mais qui sont très difficilement accessibles pour les gens qui ont été victimes. Parce que d'un côté, on a envie de les lire, et d'un autre côté, il y a un rejet absolu de ces livres. Et donc, ça reste un impensé aussi en raison du déni qu'il y a dans la société en général, qui est fait par nous tous. La thèse de Dorothée Ducy, je crois qu'elle a déjà 15 ans, et qu'elle a eu beaucoup de mal dans l'institution universitaire à être reconnue par ses pairs et à être lue. Il y a un impensé parce qu'on ne veut pas penser.
Et effectivement, historiquement, ça vient de très très loin. Parce que c'est pas un phénomène nouveau, les violences sexuelles faites aux enfants. Mais il y a même encore une discussion contemporaine sur comment on nomme ça. Moi, le mot inceste me dérange. Il m'arrive un peu comme dans Lolita, qu'elle dit à son beau-père, cette parodie d'inceste que tu me fais vivre. Parce que c'est pas son père. Donc c'est un mot que j'ai du mal à m'approprier. Et je l'évite voilà, parce qu'effectivement, c'est pas votre père, donc c'est pas un inceste. Mais enfin pour moi, c'est la relation d'un adulte très 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 proche, c'est votre beau-père, et avec une petite fille, comme vous dites, c'est tellement à la fois, j'allais dire presque jolie et terrible, qu'une petite fille aux genoux croûtés puisse intéresser, enfin puisse susciter du désir chez un homme. Ce mystère-là. Bien sûr, vous arrivez aussi à cela, que c'est effectivement c'est une question, c'est la domination. Et vous dites aussi que vous ne vous êtes pas tourné vers les théories féministes, ou très tardivement. Voilà. Et c'est ça, et pourtant ce que vous décrivez, c'est la domination masculine dans ce qu'elle a le plus je veux dire, d'effrayant, de terrible. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quand je lis aujourd'hui des théories féministes, des choses que j'ai essayé d'écrire moi-même avec une certaine fraîcheur et une certaine naïveté, tout d'un coup, c'est clair en moi avec un vocabulaire théorique, avec des chiffres, des statistiques et des notions solides. Mais c'est vrai qu'au moment d'écrire le livre, je me suis posé la question. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse un peu mes devoirs. Il faudrait que je lise un peu des spécialistes. Et j'ai choisi de ne pas le faire. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, évidemment ça m'intéresse et je trouve ça très très riche et aujourd'hui je le fais. Mais dans ce projet d'écriture, je voulais que cette voix narrative, elle ne soit pas la voix d'une spécialiste. Je voulais maintenir cette conscience-là d'une personne qui a ses limites et qui n'est pas... C'est très effectivement ce qui est... c'est parce que vous vous êtes tenu le plus près de l'enfant, de la petite fille, de l'adolescente que vous étiez, que nous, lecteurs, lectrices, on peut se mettre à votre place. Non, bien sûr que non, mais il y a quand même un moment où on y est. Sinon, ça serait pas réussi. Voilà. Mais c'est justement parce que vous n'employez pas. Et moi, lorsque j'écris, on m'a reproché de ne pas avoir écrit viol dans Mémoire de fille. C'est parce que je n'ai pas pensé en termes de viol. Je n'ai pas pensé du tout en termes de viol. Et que c'est vraiment... bon, maintenant qu'on dise... oui, mais moi, je reste avec mon idée de transcrire exactement comment j'ai ressenti les choses au moment où je les vivais. Oui. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà beaucoup à faire. Voilà. Oui, et puis c'est la seule façon de décrire des choses qui sont impensées. Il y a un texte qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai beaucoup lu, c'est la fin de Être sans destin d'Imre Kertész, avec cette idée de comment raconter. Et le narrateur postule à la fin une espèce de théorie qui dit qu'on fait un pas après l'autre. Voilà, je vais vous décrire ce qui s'est passé. J'étais dans une file et puis j'ai fait un pas et puis il y avait quelqu'un à côté de moi qui a fait un pas, on lui a dit d'aller là. Et en décrivant, sans juger, sans présumer qu'on peut comprendre, en étant très très précis, comme vous le faites dans Mémoire de fille, dans le déroulé des événements, en fait, la compréhension de la structure et la compréhension théorique, elle vient naturellement. Ça, c'est assez fabuleux dans la narration. Effectivement, c'est un parti pris. Mais alors là, si vous voulez, ça me vient aussi d'une forme de conscience historique, c'est-à-dire que la difficulté
de rendre les choses avec le temps. C'est-à-dire, Oui. c'est ça. Et c'est extrêmement difficile. Pour très certainement que la manière de décrire les abus sexuels, elle a certainement aussi changé avec MeToo. Voilà, je pense. Vous dites volontiers, Neige, que vous avez l'impression de vous inscrire assez naturellement justement dans cette prise de conscience contemporaine autour des violences sexuelles et autres faites aux femmes, faites aux enfants. Vous vous inscrivez dans votre époque. Oui, complètement. Je pense que ce livre, en tout cas, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Mais je m'inscris dans mon époque. Alors là, on est en France, mon livre est écrit en français, mais j'ai connu MeToo au Mexique, qui a une teinte un peu différente. Je vis en plus à la campagne, je suis dans des petits groupes militants, mais c'est pas, je pense, c'est pas exactement la même teinte que ce qui est arrivé ici. Et je pense que selon chaque pays, c'est différent. Et ce que moi j'ai vécu, en tout cas, de comment s'est produit la déferlante MeToo dans le pays où je vis, c'est un exercice de circulation de la parole. C'est pas la libération de la parole, parce qu'en plus au Mexique, elle n'est pas libre, la parole. On est très très loin d'avoir gagné quoi que ce soit. Et quand on parle, c'est toujours dans des cercles très sécurisés, très fermés, on fait très attention. Mais j'ai vraiment vécu ça sans oser parler moi-même. C'est ça qui est assez curieux. Souvent, je suis dans des groupes et puis j'admire les autres qui osent prendre la parole et raconter ce qu'elles ont vécu. Moi, en général, je parle pas. Puis après, je rentre chez moi et je me dis, mais t'aurais dû prendre la parole. Dans la voiture, je me fais tout ce que j'aurais pu dire. Mais ça, je pense que oui, ça a construit la possibilité de ce livre. Et le fait aussi qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, qu'on n'a pas besoin de connaître le langage du patriarcat. C'est magnifique, les groupes de jeunes femmes qui lisent des textes théoriques, ou jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes sans genre, qui lisent des textes théoriques et qui se nourrissent de ça. Mais il y a aussi des groupes de gens lambda qui sommes dans ce même mouvement et qui le font sans avoir nécessairement les outils, mais que le premier outil, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. On souhaite partager entre nous nos histoires personnelles pour essayer de construire historiquement, dans notre pays ou dans les autres pays, quelque chose qui va au-delà de garder pour soi et du personnel. Donc oui, bien sûr, je ne vois pas comment je pourrais ne pas m'inscrire là-dedans. Et vous, Annie Ernaux, est-ce qu'il y a une partie de la réception contemporaine, je veux dire ces dernières années, ces dernières décennies, mettons 7 dernières décennies, qui aussi est reliée, selon vous, à ce mouvement de circulation nouvelle de la parole? Ah oui, absolument. Mais il y a, ce livre, c'est l'exemple le plus parfait, c'est-à-dire c'est l'événement. L'événement donc qui est sorti en 2000 dans la plus parfaite indifférence et qui a suscité, je veux dire, des articles tout à fait, je veux dire, assez. Oui, je veux dire, comme si je traitais quelque chose qui était dépassé. L'événement où donc vous revenez raconter cet avortement clandestin. Oui, l'avortement clandestin des années 60. Voilà. Bon. Et donc, c'est vrai que la loi est passée, il y a l'IVG est devenu une possibilité tout à fait répandue. Et donc, moi, en revanche, je me dis qu'il y a là quelque chose. D'abord parce que pour moi, on va dire,
vite un trauma, quoi. Oui, extrêmement grand et inoubliable. Et alors, j'ai lutté dans des groupes de femmes, le MLAC, d'abord Choisir, ensuite le MLAC. Mais la loi est passée très bien. Mais il me semble que voilà, il y a, c'est comme une réalité qui n'a pas été approfondie. Et j'ai besoin de faire ça. Et je le fais à ce moment-là en prenant... oui, j'ai dit peut-être un peu vite que je ne me préoccupais pas du lecteur. Si, quand même. Parce que justement, quand je commence dans l'événement, je dis, voilà, je le fais alors que la loi est passée. Mais il me semble justement qu'on peut maintenant, on n'est plus dans la lutte. On n'est plus dans l'engagement. Et donc, je peux avoir un autre regard sur ce qui a été vécu. Et puis, oui, c'est ça. Et à un autre moment, je dis, oui, le lecteur trouvera que c'est de mauvais goût de raconter tout ça. Et je dis que si je ne le fais pas, voilà, je trahis quelque chose de la cause des femmes. Et oui, c'est devenu, d'abord, il y a une réalisatrice qui s'est emparée effectivement du livre, mais je veux dire, ça et d'autres livres aussi. La femme gelée, qui c'est encore beaucoup plus ancien, c'est 1981, et qui est étudié dans des classes, là, vous voyez, par exemple, et dans des pays étrangers, en Corée, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pu paraître à un moment, je veux dire, soit décalé, soit dépassé, ou j'en sais rien, voilà. Et puis que d'un seul coup, les livres sont lus autrement. Sont lus autrement, oui. Ils sont plus largement lus, et est-ce qu'ils sont mieux lus? Alors, ils sont lus autrement, on va dire. Mais mieux lus, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est, je n'ai pas, oui, je peux pas me. Bon, par exemple, c'est vrai que l'événement est porté plusieurs fois au théâtre, est porté au cinéma, mais il y a tout de même deux dimensions qui ne sont jamais, évidemment, dans ces cas-là, abordées. C'est la mémoire. C'est la mémoire, et deuxièmement, c'est au fond comment on écrit sur des choses qui vous sont arrivées et qui sont passées. C'est ça. Et puis l'écriture elle-même, voilà, c'est ça. Bon, je peux pas, je veux dire qu'au fond, c'est peut-être ça qu'on ne voit pas qui fait passer le reste, finalement. Voilà. Je pense quand même qu'il y a une lecture différente. Parce que quand moi j'étais étudiante, je me souviens moi-même d'aller un peu à reculons vers des textes écrits par des femmes parlant du corps, de ce qui pouvait arriver au corps des femmes. Comme un peu, comme s'il y avait quelque chose de honteux et de, voilà, ce truc dont je parle, de la sous-littérature. Alors que je crois quand même qu'aujourd'hui, on lit ça comme un matériau littéraire intéressant. Comment raconter quelque chose qui arrive en même temps au corps et au reste de l'individu. C'est un peu ça qui se passe dans l'événement. C'est une reconstruction d'un double événement. Oui, effectivement, c'est ça. Mais à l'époque, je crois que c'était pas lisible. Oui. C'est ça. Et vous, Neige, quand Triste Tigre est paru, et est-ce que vous aviez une crainte d'une possible mauvaise lecture ou d'un possible malentendu sur ce livre? Oui, bien sûr. Pas au moment de l'écriture, non. Au moment de l'écriture, j'étais protégée d'une certaine façon par l'incertitude totale que j'avais de si ce livre allait pouvoir exister ou pas. Et donc, on est libre quand on n'a pas d'éditeur, quand on a le cercle de mes lecteurs, c'est vraiment une dizaine de personnes. Donc, la peur du malentendu, c'est une angoisse qui m'a saisie
au moment où le livre est sorti. De me dire, je vais être exposée partout comme Madame Inceste. Et comment je vais me débrouiller avec ça, puisque je ne suis pas spécialiste. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Si j'étais spécialiste, je ferais ça, mais je ne le suis pas. Donc comment je vais me débrouiller avec ça? Et voilà, ça reste compliqué. Ça reste... Et en même temps, je suis lectrice moi-même et je l'ai montré dans mon livre. J'attrape des bouts de texte qui sont complètement destinés à autre chose et je me les approprie. Donc je suis consciente que toutes les interprétations existent et qu'on ne peut pas dire il y a des bonnes et des mauvaises interprétations. Il y a des interprétations qui appartiennent à ceux qui lisent. Mais moi-même, oui, ça se reflète sur moi d'une façon un peu... pas seulement angoissant, c'est... Parce que c'est quand même un énorme travail. C'est pas seulement les années que j'ai mis à apprendre, à écrire tout ça, mais c'est aussi un effort immense sur moi-même que je fais pour écrire ça à la première personne, exposer ce matériau de ma vie. Si c'est pour que le résultat soit très très loin de ce que j'ai souhaité, c'est décourageant. Voilà. Et donc... j'ai cette crainte-là, mais bon, j'ai aucune idée. En réalité, on n'a aucune idée quand on lance un livre sur ce qui va se passer. Je vous entends. Pour mon premier livre, moi, c'était la panique totale, les armoires vides, parce que voilà, je n'ai pas d'éditeur, rien non plus. Hein, bon. Donc, je me suis dit, mais je me suis trouvée exposée d'un seul coup, même si c'était de la fiction. Hein, c'est par rapport à mes proches, etc. Mais quand je vous entends, c'est, si vous voulez, c'est plutôt le livre Les années que je... Parce que, comme vous, je me disais, en apportant mon manuscrit, chez Gallimard, toujours, à Thomas Simonet, mon éditeur, et je me disais que c'était, comment dire... je ne savais pas ce que c'était, etc. Mais en même temps, pour moi, j'étais contente de moi. J'avais fait ce que je voulais. Alors maintenant, si il me refusait, etc., c'était une possibilité, mais je l'avais assumé tout au long de ces années, hein, donc où je m'étais mise réellement à écrire, c'est en 2002. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je pense que vous éprouviez aussi la même chose. Voilà, le livre est là. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui va arriver. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été lu, comme Triste Tigre a été lu par énormément de gens. Le temps a déjà passé de notre conversation. Je vous remercie infiniment, Annie Ernaux, Neige Sino, de ce dialogue. Et voilà, Neige, vous allez signer dans quelques minutes pour qui voudra. Merci aussi à vous de votre attention concentrée. Merci infiniment. Merci. Impressionnant.